Sud Radio, le débat de la semaine. Et ce sera même le débat des fêtes de Noël. C'était pas prévu, mais la réforme des retraites est revenue. Peut-être est-elle passée par la cheminée. Quoi qu'il en soit, la première ministre Elisabeth Borne proposera son nouveau projet de réforme des retraites le 15 décembre, presque 2 semaines avant le changement d'année. On vous pose d'ailleurs cette question. Est-ce que pour vous, une réforme des retraites est nécessaire? Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce qu'elle est au contraire inacceptable? C'est une des questions qu'on vous pose, en tout cas, sur notre chaîne YouTube de Sud Radio. Est-ce que c'est urgent, nécessaire, inutile ou inadmissible? Vous avez voté de manière très nombreuse et pour l'instant vous dites que c'est inadmissible à 61% d'entre vous. Continuez à voter sur YouTube. Appelez-nous 0826 300 300 pour en parler avec nous. Nos deux invités, Isabelle Floren, bonjour à vous. Bonjour. Porte-parole du MoDem, membre donc de la majorité. Rodrigo Arenas est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Député France Insoumise, NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je vais commencer par la représentante de la majorité. Y avait-il vraiment urgence à revenir avec une nouvelle réforme des retraites quand on sait les difficultés que la précédente tentative a déclenchées? Y avait-il urgence à présenter une réforme des retraites avant Noël? Alors, il y a un sujet pour le MoDem, parce que vous dites majorité, oui. Pour le MoDem, il y a toujours eu une volonté de revoir le système pour un meilleur équilibre, mais avant tout aussi pour une meilleure justice, qui n'est pas le cas pour un certain nombre de personnes concernées. Je pense aux femmes, je pense aux carrières hachées, je pense à la question de la pénibilité, notamment en carrière longue. Donc c'est comme ça que nous, au sein de la majorité, si vous voulez, on envisage le sujet. Et ça, c'est les bons côtés de la réforme. Oui, mais c'est quand même aussi important de le dire. Non, mais bien sûr, mais il n'y aura pas que ça. Et après, il y a une question qui se pose sur laquelle il faut, vous dites urgence. Nous, on a demandé, François Bayrou, vous le savez très bien, en septembre, s'est battu pour qu'on ait justement le temps de la concertation. Il faut le prendre, ce temps-là. Il l'a demandé, il l'a obtenu. Et la concertation s'est engagée à partir du mois d'octobre. Elle n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore de contours, enfin on a des grandes lignes sur lesquelles il faut encore, je pense, et nous pensons travailler, notamment la question de la pénibilité. On écoute et on entend ce que dit Laurent Berger. Et ça nous semble important, notamment sur cette question de la pénibilité. Et puis après, évidemment, il y a une question de pérennité du système, de répartition, auquel nous sommes attachés. C'est-à-dire dans un pays où, avec cette baisse démographique, les actifs cotisent et payent pour les retraités, il faut retrouver un équilibre sur une dizaine d'années. Nous sommes évidemment conscients de ça, se mettre d'accord aussi sur les bons chiffres. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'aspects qui seront pas mal de questions encore à négocier. Est-ce que vous posez les questions, Rodrigo Arenas, ou vous avez déjà la réponse? Est-ce qu'il faut une réforme des retraites telle que vous l'avez envisagée? Oui, mais pour augmenter les pensions et baisser l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, il y a suffisamment de richesses qui sont produites en France et on sait aujourd'hui les progrès technologiques qui sont faits, qui aujourd'hui méritent dans plein de catégories professionnelles de ne pas travailler aussi longtemps. Et je pense que cette réforme qui est envisagée aujourd'hui par l'angle de la majorité ne prend pas en compte son pendant qui est la réforme du chômage. Puisque vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les seniors de l'emploi qui ne pourront pas être embauchés parce qu'on sait qu'à partir de 50 ans, c'est très difficile d'avoir un emploi, d'autant plus dans les catégories professionnelles qui sont les plus dures physiquement, et que ces personnes-là vont avoir une retraite qui va être précarisée parce que les deux réformes vont ensemble. Donc aujourd'hui, s'il s'agit de permettre aux Françaises et aux Français qui vont arriver à la retraite de vivre mieux, la réponse est oui, mais il n'est de notre opinion que les deux réformes ensemble vont au contraire précariser les personnes qui aujourd'hui sont plus en difficulté. 0826 300 300 d'ailleurs, je le rappelle, vous nous appelez aussi. Est-ce que vous pensez qu'une réforme des retraites est urgente? Vous êtes peut-être à la retraite vous-même qui nous écoutez. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire partir plus vite à la retraite ceux qui ont eu des métiers difficiles, comme par exemple éboueur, pourquoi pas, ou égoutier? C'est une des questions qu'on peut se poser si vous êtes égoutier, que vous nous écoutez sur Sud Radio. Évidemment, l'antenne vous est ouverte et on vous donne la parole. Isabelle Floren, je le disais, vous avez parlé peut-être des cadeaux, en tout cas des avantages qui seront donnés dans une réforme, c'est-à-dire permettre à ceux qui ont eu une carrière beaucoup plus difficile, un métier plus usant, de partir plus tôt. Pourquoi pas? Mais malgré tout, si on fait partir plus tôt certaines personnes, ou alors si on augmente les retraites des uns, il faudra demander d'autres efforts. Donc, qui doit faire les efforts?
Oui, vous parlez de catégories. Il y a effectivement, je reviens sur ce que disait Monsieur Arenas, effectivement un problème en France qui est l'emploi des seniors, qui est le taux de chômage de 58% des plus de 55 ans. Et donc demander et avoir une mesure d'âge, nous particulièrement, trouvons cela un peu compliqué. Et nous n'y avons jamais été favorables. C'est pour ça que vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de faire partir les gens. Non, la mesure d'âge, on l'a toujours dit, c'était pas la formule qui nous convient. En revanche, l'allongement ou l'accélération d'une réforme qui a déjà été votée sous le précédent quinquennat, je parle celui d'avant, c'est-à-dire la réforme Touraine, l'accélération de la réforme Touraine, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, en excluant évidemment un certain nombre de catégories, en tenant compte de l'usure professionnelle, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte des carrières hachées et des femmes. Ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table et en parler. Mais choisir aussi qui? Parce que quand vous parlez d'allongement de la durée de cotisation, vous dites qu'il ne faudra pas repousser l'âge de départ à la retraite, mais si vous demandez à des gens de cotiser plus longtemps, concrètement, ils partiront à la retraite plus tard. Qui doit pouvoir partir à la retraite plus tard pour financer la retraite avancée des autres ou alors l'augmentation de la retraite de certains? Moi, je pense que ça, c'est difficile d'y répondre pour le moment et que ça fait partie du dialogue social. Et de la Rodrigo Arenas, en face de vous, va vous dire les riches dans un instant. Donc, les riches dans un instant, oui. Non, je ne sais pas, vous préjugez. La concertation, le dialogue, c'est important dans cette réforme. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps-là, pour en faire une vraie réforme de société citoyenne. Enfin, moi, je pense qu'il faut l'envisager de façon large, pas précipiter, laisser les partenaires. Vous voyez bien, là, ce qui se passe actuellement, c'est que l'ensemble des représentations syndicales sont opposées à cette mesure d'âge. Il faut quand même en tenir compte dans cette discussion qui va continuer. On n'a pas le texte, on n'a pas les contours précis. Mais il faut poursuivre cette discussion et dans un esprit quand même de dialogue. Je veux bien, il y a les chiffres, il y a la pérennité du système, on connaît les enjeux. Il faut se donner le temps. On a entendu la première ministre parler d'une dizaine d'années, ok. Maintenant, il faut aussi voir, moi je pense qu'il faut apporter des solutions à ces travailleurs qui se trouvent, ou ces personnes, ou ces métiers qui sont en difficulté et sur lesquels c'est impossible d'entendre un allongement du départ, de la date de départ à la retraite. C'est impossible pour une personne. Et ça là-dessus, vous êtes d'accord? Bien sûr, de toute façon, vous êtes d'accord. Mais bien sûr, nous sommes c'est pour ça que je pose cette question. Qui, dans ce cas-là, doit consentir davantage d'efforts pour ceux qui en ont le plus besoin? Rodrigo Arenas. En fait, quand vous parlez de la retraite, c'est la question de la répartition des richesses produites. Et à partir de là, il y a des richesses qui sont produites, qui sont évidemment le fait des salariés, des travailleurs, mais aussi de ceux aujourd'hui qui, par exemple, capitalisent à la bourse. Et eux qui ne sont pas inquiétés par... Moi, j'ai demandé, par exemple, dans le cadre de la redevance audiovisuelle, d'augmenter la taxe sur les GAFAM de 3% à 15%. La réponse a été non. Le président Mattei de l'Assemblée nationale, qui est du MoDem, a fait voter un amendement que j'ai voté sur la question de la taxe sur les superdividendes, qui va être d'ailleurs mise sur les labos pharmaceutiques. Eh bien, la réponse a été non parce qu'elle a été balayée à 49.3. Donc, si vous voulez, moi, je suis d'accord avec la méthode de discuter avec les partenaires sociaux. J'en étais avant d'être député. Donc, et c'est important ce que vous dites, en tout cas. Parce que j'aimerais, tous ceux qui nous écoutent seront un jour à la retraite s'ils n'y sont pas déjà. On leur souhaite, en tout cas. Ça veut dire que pour vous, pour l'un comme l'autre, vous seriez plutôt en faveur de ce que certaines grandes entreprises soient mises à contribution pour améliorer la retraite des uns. Vous ne voulez pas que ce soit des Français, certains Français qui cotisent davantage? Mais c'est une question d'ensemble. C'est une question d'ensemble. C'est que moi, j'ai aucun problème à cotiser à la retraite dès lors que je puisse en profiter. Mais si je suis une femme, comme l'avait dit madame, parce que c'est vrai que les femmes sont les catégories socio-professionnelles qui sont les plus précaires dans notre pays. Moi, j'en connais sur ma circonscription des femmes qui traversent l'Île-de-France pour faire des ménages dans les hôtels où on va tous. Ou alors, ces messieurs qui travaillent dans les restaurants parce que c'est eux qui sont derrière dans des situations extrêmement précaires, extrêmement difficiles. Si l'idée, c'est qu'ils ne puissent pas profiter de leur retraite, c'est une réforme qui n'a pas de sens pour ces métiers-là. Mais vous avez aussi ceux qui travaillent dans les bureaux avec une charge mentale énorme. Et cela, aujourd'hui, n'est pas pris en compte. Par exemple, la charge psychologique sur les gens qui travaillent sur des temps de travail extrêmement longs parce qu'ils sont dans les bureaux. Ça, aujourd'hui, c'est pas pris en compte parce qu'on a focalisé sur le travail manuel. Mais c'est un truc d'ensemble. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut faire. Et on peut pas être dans une méthode où on écoute,
on raconte des bobards et à la fin on fait comme on veut. Ça c'est pas possible. Et qui vous accusez de raconter des bobards? Ah bon, moi j'accuse clairement le gouvernement, mais en plus je l'ai vécu en tant que responsable associatif par le passé, je le vis encore aujourd'hui avec la question des écoles, où on nous avait assuré que les écoles ne fermeraient pas il y a quelques mois, et on invente le confinement énergétique où les gamins on va devoir les garder à la maison sans protéger les parents qui ne pourront pas aller travailler et donc seront défalqués sur leur salaire. C'est inacceptable cette méthode-là. On ne peut pas continuer à pressuriser ceux qui font tourner la France, qu'on soit dans les partis politiques d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des points d'accord sur ce que vous dites entre nous et vous, madame, mais à un moment donné, on ne peut pas continuer ces méthodes qui ont eu lieu pendant le précédent quinquennat, où on organise, en plus c'est vos impôts qui payent ça, des grands barreaux de concertation, et à la fin, on fait tout le contraire de ce qui s'est dit par les citoyens eux-mêmes. Ça, c'est pas possible et c'est pas acceptable, et on va au-devant de grandes colères. La réponse d'Isabelle Florennes dans un instant. 0826 300 300. Didier nous appelle sur Sud Radio. Bonjour à vous, Didier. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où? De Nîmes. Mais écoutez, bienvenue à vous. Didier, qu'est-ce que vous pensez de la réforme des retraites? Est-ce qu'il y avait urgence à faire une réforme des retraites, notamment avant les fêtes ou pas? Alors avant les fêtes, peut-être pas, mais je pense qu'il est quand même clair qu'il faut anticiper un peu la situation. Ouais. De ce qui se passe, alors on va prendre un exemple tout simple sur le nucléaire. Il y a quelques années, il fallait tout arrêter parce que c'était pollué, dangereux et compagnie, et puis maintenant on fait machine arrière. Alors je sais bien que faire de la politique, c'est dire aujourd'hui une chose et demain dire complètement son contraire, et a priori c'est ça qu'il faut que les Français puissent accepter, mais je pense que c'est quand même un peu compliqué de nos jours. Donc pour vous, vous pensez qu'il faut anticiper, en tout cas si je comprends bien l'analogie que vous faites, il faut anticiper ce qui va se passer dans 10 ans, et donc pour vous en tout cas c'est important de réformer les retraites maintenant. Est-ce que c'est important de réformer? Je ne sais pas parce que je ne connais pas tous les chiffres. Après, je ne veux pas dire que tout ce qu'on nous dit, c'est des mensonges, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont omises. En gros, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit juste. Écoutez, là-dessus, tout le monde sera d'accord. Vous êtes à la retraite ou pas, vous, Didier? Alors, je ne suis pas à la retraite, mais je suis dans une situation un peu particulière. Ouais. Alors, si vous avez un peu de temps, je vais vous expliquer. Je vais avoir 59 ans en début d'année 2023. D'accord. J'ai cotisé 42 ans et 3 mois. Donc, quand j'aurai mes 59 ans. Maintenant, on me demande de travailler jusqu'à 65 ans. Alors, j'ai du mal à comprendre. Mon premier trimestre a été validé. Ouais. Mon premier trimestre a été validé l'année de mes 16 ans. Ouais. Effectivement, vous avez commencé à travailler très tôt. Dans quel type de travail d'ailleurs, Didier? Le premier travail, c'était de la maçonnerie, j'étais tâcheron. Je faisais du ciment et je passais des agglos. Autant dire que c'était un travail qui était particulièrement physique et éreintant. Donc c'est vrai que c'est un cas particulier ce que vous nous dites, Didier, mais merci de nous le raconter en tout cas sur Sud Radio. Et puis vous nous rappelez quand vous voulez d'ailleurs au 0826 300 300 depuis le Gard. Concrètement, vous, l'un comme l'autre d'ailleurs, Rodrigo Arenas comme Isabelle Florennes, quand vous écoutez l'histoire de Didier, vous dites que ça fait partie des gens à qui on doit permettre de partir plus tôt à la retraite. Oui, Isabelle Florennes. Évidemment. Évidemment, je veux dire, commencer à 16 ans, travail physique et se retrouver donc dans un dispositif où il devra allonger. Bon, là il y a des critères à prendre en compte évidemment et monsieur en fait partie. Pour moi, c'est un dispositif déjà de carrière longue qui doit s'appliquer. Donc c'est ça que nous demandons. Il y a différentes choses qui ont été annoncées par le gouvernement sur lesquelles j'espère que nous allons aussi pouvoir travailler. C'est les cessations progressives d'activité pour les personnes plus seniors dans l'entreprise, c'est les cumuls emploi-retraite également. Donc ça, c'est des annonces qui ont été faites, en tout cas. On attend des précisions. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. La France est quand même en retard sur le taux d'emploi des seniors et on sait bien que si on permet ces cotisations supplémentaires, rien que de 10 points, c'est les économistes qui le disent, Jean-Hervé Lorenzi le dit très bien, on résout une partie du déficit annoncé de 12 milliards des retraites. Vous avez parlé d'une partie du déficit. Non, mais en tout cas, qu'on n'est pas sorti de sur les chiffres que nous avons. Exactement. Enfin, moi, c'est toujours pareil. Je crois les chiffres, je regarde les chiffres du corps et sur cette base-là, on lit aussi les prévisions et les solutions apportées par les économistes. Je veux revenir juste sur la question du dialogue social, parce que je crois qu'on est engagé sur ces sujets-là. Et le dialogue social, en France, malheureusement, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette culture pour avancer en dehors même de l'affrontement perpétuel qu'on connaît sur un certain nombre de sujets. On le dit toujours à l'approche on le dit de toujours, chaque il grand faut le texte, faire. à chaque fois on se retrouve à manifester et à voter l'un contre l'autre à l'Assemblée nationale, quelle que soit la majorité d'ailleurs. Oui, enfin on dit toujours, je pense qu'on peut aussi évoluer. Le dialogue, ça implique de la confiance.
et des engagements et de la confiance. Vous entendez ce que disait monsieur, il dit on a quand même au début de son intervention un problème un peu de confiance. Et ça on le sait. Donc je veux dire, travaillons là-dessus. Sur quoi vous êtes prêt à faire des compromis pour, pourquoi pas, tiens, Rodrigo Arenas, vous mettre d'accord avec la majorité pour, donner une réforme des retraites aux Français qui conviendrait au plus grand nombre possible? C'est pas une question de compromis et certainement pas de compromission. Il s'agit d'avoir une réforme qui permette aux gens de vivre dignement après qu'ils aient passé l'âge légal de travail. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Sauf à supposer que les gens qui manifestent, que les gens qui s'opposent sont des idiots et des imbéciles, ce qui n'est pas mon propos, que les organisations syndicales ne comprennent rien aux chiffres et ne comprennent rien à ce qu'on leur propose. Je trouve que c'est une façon un peu biaisée. Moi, quand on parle de confiance, j'entends, moi je veux bien avoir confiance. Sauf qu'à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc s'il y a un souci, moi j'étais parent d'élèves à l'époque, on parle d'école de la confiance, excusez-moi du peu, mais ça n'a pas été le cas. Donc, vous savez, la confiance, elle se construit. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que non, le compte n'y est pas à ce niveau-là, parce qu'on fait des annonces dans un premier temps qui sont de nature à rassurer. Après, on apprend les nouvelles dans la presse, et ensuite, on fait le contraire de sur ce quoi on s'est mis d'accord. Donc vous voyez, la confiance, c'est pas de l'autre côté qu'il faut chercher. Chat et chaud décrin l'eau chaude. En tout cas, 0826 300 300, celle qui fait ses comptes et celle pour qui le compte n'y est pas. Malheureusement, c'est Chantal. Bonjour à vous, Chantal. Oui, bonjour. Alors vous avez travaillé aussi longtemps que votre épouse, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On s'est installé en 77, on était jeunes. Alors donc, moi j'étais ce qu'on appelle conjointe collaboratrice. Bon, il est vrai que voilà. Alors donc, et donc au départ, quand vous vous installez, vous achetez déjà un fonds de commerce à retaper, etc. Puis il y a des travaux à faire. On se dit bon, et on se dit on verra plus tard pour déclarer. Moi j'étais déclarée, c'est sûr que j'ai cotisé minimum, si vous voulez, en tant que conjointe collaboratrice. Après on a acheté une autre affaire un peu plus importante. Et là malheureusement on est tombé sur un escroc dans une affaire commerciale. Donc on a tout perdu, maison, etc. Donc là, il fallait rembourser ce que l'autre nous avait volé. Donc impossible. Et là, donc, je suis à la retraite. Moi, j'ai 74 ans et j'ai, complémentaire comprise, j'ai 362,40 € de retraite. Alors que j'ai travaillé depuis 1977 jusqu'à il y a encore 5 ans avec mon mari. On avait les mêmes horaires. C'était 3h du matin, parce que et voilà. Et puis et puis quand on rentrait des marchés. Vous étiez commerçante. Vous faisiez quoi, les marchés? On faisait, au départ, on avait une boutique, on était obligé de s'en séparer, puisque voilà, on était dans les difficultés financières énormes. On a fait les marchés, 140 km aller et retour, c'était 3h du matin. Vous inquiétez pas, vous savez, on donne la parole tous les matins sur Sud Radio à la France qui se lève très tôt, qui est déjà au boulot dès 5h du matin ou 4h du matin dehors par ce temps-là. Les députés. Alors il y a aussi les députés, parfois ils se couchent tard aussi, mais alors, bon, vous avez un peu moins froid que les maraîchers. Je vous confirme. Même si certains d'entre vous se plaignent d'ailleurs à l'Assemblée nationale. En gros, vous aimeriez qu'on puisse augmenter, en un mot, ma chère Chantal, qu'on puisse augmenter les retraites de toutes celles et tous ceux qui sont dans votre cas, quoi. Parce que écoutez, mais j'ai même pas le droit au RSA. J'ai même pas le droit minimum vieillesse. J'ai toujours entendu parler de ça, par les anciens minimum vieillesse, etc. C'est-à-dire que mon mari et moi, en tout, Dieu merci, on a encore la chance de ne pas avoir de loyer parce qu'on a une petite maison à nous. Mais sinon, c'est déjà bien. Parce que à tous les deux, on a 1740 € de retraite à deux. Il faut pas. Alors, quand vous avez tout enlevé comme tout le monde, les prélèvements. Je sais. C'est affreux, quoi. Mais je suis pas la seule femme de commerçant comme ça, mais on n'est vraiment pas considéré, quoi. Exactement. En tout cas, ça fait partie de toutes ces catégories de Français qui sont parfois qui sont oubliés des systèmes qui existent. Et on verra, on espère en tout cas que la prochaine réforme pourra prêter assistance à tous ceux qui sont dans votre cas, ma chère Chantal, sur les petites retraites notamment. Restez avec nous. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. On est toujours avec nos deux invités, Isabelle Florennes du Modem, Rodrigo Arenas de la France Insoumise. On va parler de ce qui a l'air lointain mais qui en fait l'est pas du tout. On va parler des relations internationales entre la France et les États-Unis dans un instant. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a pu obtenir de Joe Biden? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le débat de la semaine. Avec nos deux invités politiques sur Sud Radio jusqu'à 11h. Rodrigo Arenas, député France Insoumise NUPES de Paris. Isabelle Florennes, porte-parole du Modem. Nous parlons de cette visite présidentielle qui n'est pas encore tout à fait achevée puisque le président de la République, Emmanuel Macron, est à la Nouvelle-Orléans où il a rencontré par surprise d'ailleurs Elon Musk, le patron de Twitter, pour parler modération sur les réseaux sociaux. Vaste chantier. Parlons d'abord de ce rendez-vous entre Joe Biden, le président américain, et le président de la République, Emmanuel Macron. On attendait beaucoup
beaucoup de cette visite présidentielle, notamment des concessions américaines sur le prix du gaz, par exemple, qui nous est envoyé par l'océan Atlantique pour suppléer le gaz russe qu'on a décidé d'abandonner pour soutenir l'Ukraine. On n'a toujours pas la moindre concession américaine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'état de nos relations avec les États-Unis, Rodrigo Arenas? C'est toujours bon d'avoir des relations avec les États-Unis. En plus, la France, elle a une histoire séculaire avec. Je me rappelle de Lafayette, tout ça. On a tous vu ça dans. Vous étiez là? C'est formidable. Non, mais par contre, j'étais à l'école de la République et on m'a appris ça. Donc, vous voyez, c'est important l'école. Ça permet de garder la mémoire, etc. Mais par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que oui, on a quand même l'impression qu'on n'a rien obtenu. Et dans ce qui était question, c'était notamment les aides et les relations avec les États-Unis. Donc, aujourd'hui, ce qui va se mettre en place dans les grandes lignes, c'est que les entreprises françaises qui voudront avoir des relations avec les États-Unis vont devoir se délocaliser pour pouvoir bénéficier des bonifications qui ont été mises en place. Donc ça, c'est un vrai souci. Et que les États-Unis, comme certains pays d'Asie du Sud-Est d'ailleurs, ont des prix énergétiques qui sont extrêmement intéressants pour les entreprises françaises et européennes, puisque c'est un contexte européen. Question, est-ce que les Américains essaient de nous prendre nos usines? Mais tout le monde essaye de prendre l'usine de tout le monde. C'est ça le capitalisme à l'échelle mondiale. Tout le monde n'est pas notre On a l'impression de découvrir. Mais la France aussi, pendant un moment, a essayé de défiscaliser pour que les entreprises étrangères viennent s'installer en France. Je me rappelle de Mittal qui a repris un certain nombre de notre métallurgie, etc., notre sidérurgie. Mais tout le monde essaye de faire ça. Le problème, c'est que la France, manifestement, en tout cas par rapport aux États-Unis, n'est pas en mesure de s'imposer dans le jeu économique international. Et ça, c'est inquiétant pour les 10 à 20 ans qui viennent. Isabelle Floren. Moi, je pense que cette visite, elle est importante. Elle est importante pour les relations avec, évidemment, une grande puissance, importante sur beaucoup de sujets, notamment sur la question environnementale aussi. Alors, effectivement, vous dites quel résultat? C'est l'agenda montré et l'agenda caché quelque part de ce qui est important, de la délégation qui est venue aussi avec le président, non seulement politique, mais évidemment d'entreprise. Donc là, il y a des relations qui devaient être réchauffées entre guillemets. On a connu l'étape Trump et les difficultés. Et là, maintenant, on est rentré dans une nouvelle phase. Et tant mieux pour la France, mais je dirais surtout tant mieux pour l'Europe, parce qu'on sait très bien que derrière ça, le président français, tant mieux pour nous, c'est lui qui fait cette première visite et que c'est une visite officielle d'importance avec renfort de communication qui me semble quand même une bonne chose. Mais derrière ça, on sait très bien que l'enjeu de cette visite, c'est d'être fort aussi au niveau européen pour résister à ce que vous décrivez très bien, qui est la concurrence mondiale par rapport à l'attractivité économique, par rapport aux implantations d'entreprises. Et là, on sait très bien que les États-Unis sont rentrés dans une campagne offensive d'attractivité. Le président l'a dit quand même. Qui avait déjà commencé avec Donald Trump. Qui avait déjà commencé. Il a redit. Il faut conforter ce qu'on peut conforter, il faut dire aussi les choses, on verra bien. Et il l'a dit justement Emmanuel Macron, il l'a dit à un moment. Devant les chefs d'entreprise français. Il a dit il y a une agressivité. Il y a une agressivité américaine, il a dit que les choix américains étaient faits pour fragmenter l'Occident. Malgré ça, les Américains n'ont pas bougé d'un seul iota. Écoutez, on verra quelle est la possibilité à moyen terme, justement par rapport à ces facilités d'implantation qui sont données. Effectivement, on peut s'interroger quand on lit le chiffre de certaines délocalisations envisagées par des groupes européens, qui soient italiens, allemands, qui bénéficient de conditions d'attraction sur le territoire américain. Les Américains subventionnent les délocalisations. Subventionnés à 50%, alors que nous n'arrivons à peine à faire du 3 ou du 10% sur le territoire européen. Il faut se poser des questions. Certaines entreprises en parlent. Là, le président, avec les moyens qu'a la France, c'est assez réduit. Mais avec les moyens de l'Europe, ça implique, et c'est le travail notamment de la commissaire Vestager, de pouvoir consolider et de pouvoir se mettre d'accord au niveau européen pour être concurrentiel face à cette agressivité. En essayant de se mettre d'accord à 26, ce qui n'est pas toujours facile. Je sais, mais nous avons eu des succès quand même sur des prises en compte et des mutualisations ces dernières années. Rodrigo Arenas.
Non, on a l'impression de découvrir que les États-Unis ont une logique impériale dans laquelle ils veulent faire de la France et de l'Europe un vassal. Bon, ça c'est pas nouveau. Il y a une grande littérature qui abonde là-dessus. La question, c'est comment on se construit à l'échelle européenne une indépendance énergétique évidemment, mais aussi alimentaire, aussi au niveau de l'armée, c'est-à-dire la capacité à intervenir aussi sur notre propre territoire. Et ça aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je suis en train de travailler avec un député de la majorité d'ailleurs sur la question de la sécurité alimentaire. Et ben aujourd'hui, les rapports qu'on consulte et les chiffres qu'on compulse sont de nature à inquiéter. Donc c'est ça la situation. Aujourd'hui, on se le dit tranquillement, l'essentiel du fourrage qu'on donne à nos bovins, notamment pour pouvoir manger, viennent d'Amérique du Sud. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui, comment est-ce qu'on construit cette indépendance? Et là-dessus, la France était de tradition à s'indépendantiser des grandes puissances, et notamment des États-Unis, c'est-à-dire de ne pas se soumettre à une visée impériale, qu'elle soit russe, Chine ou nord-américaine aujourd'hui. Force est de constater qu'on a un peu du mal à jouer dans cette cour-là, et que là, on est en train et il faut en tout cas semer aujourd'hui les graines pour avoir cette indépendance d'action politique, économique, militaire et quelle qu'elle soit dans les 20 ans qui viennent. Et j'ai l'impression que Joe Biden ne voit pas ça sous cet angle-là. En tout cas, 20 ans, c'est long pour un hiver où on n'est pas sûr d'avoir. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et il faut se projeter dans cette. Dire aux Français que c'est pour tout de suite, c'est une erreur. On est en train aujourd'hui de travailler pour les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire pour nos enfants. Quel monde on va leur donner? C'est ça notre job aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur Sud Radio. Merci à vous. Isabelle Florennes, porte-parole du MoDem, Rodrigo Arenas, député France Insoumise NUPES de